Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Actu Santé sur Equinox Télévision. Ce soir, nous allons parler d'une maladie qui reste toujours taboue, pourtant un réel problème de santé publique chez nous au Cameroun, l'épilepsie et grossesse. Autrefois, les femmes atteintes de maladies chroniques renonçaient à une grossesse par peur pour leur santé et même pour celle de leur bébé. Or, aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. L'épilepsie se guérit. Le seul problème est que la plupart meurent ou souffrent par ignorance. Alors ce soir, nous allons donc mettre en lumière ce problème de santé qui est très souvent resté dans l'ombre. Et donc, nous avons le privilège ce soir de recevoir un expert en la matière. C'est le professeur Kouyaté Tegue Kaliste. Il est neurologue, enseignant à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1, également chef service de neurologie à l'hôpital La Quintinich de Douala. Bonsoir professeur et merci de répondre aux questions d'Actu Santé. Bonsoir Nadine, c'est un plaisir de vous recevoir pour échanger sur ce sujet qui est d'importance pour nous. Alors, il faut préciser que l'épilepsie, c'est un sujet qui a d'ailleurs été demandé par beaucoup de téléspectateurs qui aimeraient davantage comprendre les causes et les solutions. Donc, on espère que ces téléspectateurs auront bien sûr toutes les réponses à leurs préoccupations ce soir. Merci pour votre fidélité sur Equinox Télévision. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Alors, professeur Kouyaté, l'épilepsie et grossesse, faut-il s'en réjouir ou alors s'inquiéter? Alors, faut-il s'en réjouir ou s'inquiéter? Je ne répondrai pas exactement comme cela, mais je dirais qu'il faut d'abord s'en réjouir. Parce qu'un patient qui est suivi pour une épilepsie ou une personne qui vit avec l'épilepsie a le droit d'avoir des enfants. Et ils ont des enfants, les personnes qui ont de l'épilepsie. Et quand il y a une grossesse, nous, on s'en réjouit. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais ils doivent être encadrés, ils doivent être surveillés. Quand un patient qui a suivi pour une épilepsie a une grossesse, ça devient ce que nous appelons une grossesse à risque. Grossesse à risque parce qu'il faut un suivi un peu plus fréquent et plus régulier. Donc, quand ça arrive, il y a un suivi entre le gynécologue et le neurologue. On suit ensemble ce patient et on l'accompagne tout au long de sa grossesse. Et je vais vous dire que dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Et avec un accouchement d'un enfant qui, en général, n'a pas de problème particulier. Et la maman également, quand elle est bien suivie, elle ne fait pas de crise pendant la grossesse. Donc, on doit s'en réjouir. D'accord. Alors, pour être bien précis, pour les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, alors, une femme atteinte d'épilepsie peut bien mettre au monde un enfant bien portant, c'est ça? Ça c'est sûr. Hein? Et les femmes que nous suivons, c'est pas théorique. Hein? Nous suivons beaucoup de patients avec épilepsie et il y en a qui tombent enceintes où on les suit et puis ils mettent au monde des enfants qui sont parfaitement bien. Et je voudrais vous dire que l'épilepsie ne se transmet pas de la mère à l'enfant. Donc les enfants sont totalement bien et n'ont pas de crise d'épilepsie. Alors qu'est-ce qu'on peut donc retenir lorsqu'on parle de l'épilepsie? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'épilepsie, on définit l'épilepsie comme une maladie. C'est une maladie neurologique. Hein? C'est une maladie neurologique chronique qui se caractérise par la répétition des crises d'épilepsie. En général, sur le plan international scientifique, on dit quelqu'un a une épilepsie maladie, quand il fait des crises, il faut qu'il ait fait au moins 2 crises espacées de plus de 24 heures pour dire que vous avez une épilepsie maladie. Et quand vous avez ces crises-là qui se répètent, vous devez venir à l'hôpital. Et à l'hôpital, nous faisons des examens pour connaître le type d'épilepsie. Hein. Notamment, il y a l'examen, l'électroencéphalogramme qui est ici, qui nous permet de connaître le type d'épilepsie, parce qu'il y a près d'une centaine de types d'épilepsie différents. Et après, il y a d'autres examens comme le scanner, comme l'IRM, qui nous permettent de chercher les causes des crises d'épilepsie. Hein, et même des examens sanguins que nous faisons pour chercher les causes. Et pendant qu'on cherche à arrêter les crises, on agit aussi sur les causes pour traiter définitivement et arrêter les crises. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'on parle d'épilepsie, il n'y a pas une transmission entre la mère et l'enfant. Alors, quelles sont donc les véritables causes de cette maladie tant redoutée chez nous au Cameroun?
Alors, les causes des épilepsies sont nombreuses. Les causes sont nombreuses. Je dirais qu'il y a ce qu'on appelle des causes génétiques des épilepsies. Mais ce n'est pas une transmission directe du parent à l'enfant, de la mère à l'enfant. On se rend compte qu'à peu près 10 à 15% des cas, il y a la maladie, il y a un aspect génétique. Pour connaître ça, en général, nous, on voit des familles où il y a plusieurs membres qui ont de l'épilepsie. Mais en général, c'est à plusieurs générations. C'est-à-dire, un parent donne au monde un enfant, souvent plusieurs enfants, aucun n'a. Mais ils peuvent aussi plus tard donner au monde, eux, des enfants. Donc, c'est peut-être parmi les petits-enfants, vous aurez un ou deux qui peuvent avoir une épilepsie. C'est des formes génétiques, mais ça représente maximum 10 à 15% des cas. Mais il y a d'autres maladies, on appelle des causes structurales, c'est-à-dire toute maladie qui affecte le cerveau est susceptible de créer une crise d'épilepsie. Je vais prendre l'exemple d'une maladie comme la méningite. Quand les enfants ou les adultes font des méningites, on arrive, quand ils traînent à aller à l'hôpital, souvent ils guérissent, mais ils gardent des séquelles. Et ces séquelles-là peuvent être sous forme de crise d'épilepsie. Nous sommes dans une zone d'endémie palustre. Ceux qui font de paludisme cérébral, vous savez, avec des convulsions, avec un coma plus ou moins long, certains parmi eux développeront plus tard des crises d'épilepsie. On dit que les causes sont infectieuses. Il y a d'autres maladies infectieuses comme la cysticiacose, comme l'onchocéacose, le mal des rivières. Chez certains, dans les zones où ces maladies-là sont endémiques, on voit une forte prévalence, une augmentation du nombre de malades avec épilepsie. Ça, c'est que des causes infectieuses. Mais il y a d'autres causes qu'on peut dire vasculaires. Il y a des gens qui font des AVC. C'est une maladie qui est très fréquente. Ça laisse des cicatrices au niveau du cerveau. Et plus tard, certains d'entre eux vont faire des crises d'épilepsie. Nous, on parlera des épilepsies vasculaires parce que la cause est une maladie vasculaire. Pareil, il y a des gens qui font des traumatismes au niveau du cerveau. Dans la ville de Douala, où il y a beaucoup de mototaxis, ils font des accidents tous les jours, ils font des traumatismes crâniens. Certains d'entre eux développent des crises d'épilepsie, pas seulement quand ils viennent de tomber. Quand ils viennent de tomber, perdre connaissance, on ne parle pas encore d'épilepsie. Mais si plus tard, ils guérissent et continuent à faire des crises, c'est là où on parle d'épilepsie post-traumatique. Vous voyez, c'est le traumatisme crânien qui ici est à l'origine des crises d'épilepsie. On peut citer les tumeurs du cerveau, on peut citer d'autres choses. Certaines maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ces patients qui ont la maladie d'Alzheimer, certains d'entre eux, pas tous, vont faire des crises d'épilepsie, mais dans ces cas, on essaie de traiter la cause. Et puis, il y a d'autres maladies métaboliques. Il y a des patients diabétiques qui ne prennent pas bien leur traitement quand la glycémie est très élevée, ou alors trop basse, quand ils font l'hypo. Certains font des crises d'épilepsie. Mais dans ces cas particuliers, on ne parle pas d'épilepsie. Les crises sont causées par l'augmentation de la glycémie. Dans ce cas, à l'hôpital, on va baisser la glycémie et les crises vont s'arrêter. C'est ce qu'on nous appelle un peu des crises situationnelles, c'est-à-dire des crises liées à une situation particulière. Mais je cite ces cas-là juste pour dire que ce n'est pas toute personne qui a fait une crise d'épilepsie qui est considérée comme ayant une épilepsie maladie. Mais quels sont les types d'épilepsie que vous rencontrez généralement pour vous qui êtes à l'hôpital à Quintini de Douala? Alors, pour définir les types d'épilepsie, je vais vous parler des types de crises d'épilepsie. Parce qu'en fait, c'est la répétition des crises qui définit la maladie, l'épilepsie maladie. Il y a des crises d'épilepsie que nous on dit, je vais commencer parce que tout le monde connaît. Dans la rue, vous voyez quelqu'un qui tombe, qui se met à avoir une secousse des 4 membres. Vous l'appelez, il ne répond plus, il a les yeux un peu retournés, il peut uriner sur lui sans se rendre compte. C'est ce qu'on appelle les crises généralisées tonico-cloniques. C'est ce que chacun connaît un peu. Et souvent, quand ils tombent, on se met à fuir, ils ont la bave, comme on dit, alors qu'il ne faut pas les fuir, il faut plutôt les aider. Il y a aussi ce qu'on appelle des crises toniques. La personne est plutôt raide, dure. Les 4 membres sont plutôt durs, il n'a pas de secousse. On appelle ça des crises toniques. Ça donne des épilepsies dites toniques. Il y a aussi des crises myocloniques. C'est comme des tremblements. C'est des personnes, ça affecte plus les jeunes. Souvent plus les jeunes filles que les jeunes garçons, qui souvent lavent un plat va tomber parce qu'il y a des petits tremblements au niveau des mains. Parfois, on va gronder l'enfant alors que c'est juste une maladie. Ça peut arriver. Quand c'est de façon répétitive, il faut consulter un médecin. On ne dit pas que si un plat tombe, c'est forcément une crise, mais si c'est de façon répétitive, il faut y penser.
Il y a des crises qu'on dit atoniques. Quelqu'un peut être debout, subitement tombe, peut cogner la tête. C'est des crises atoniques parce qu'il perd le tonus de tout le corps. Il y a d'autres crises qu'on appelle des crises d'absence. C'est plus spectaculaire et ça se voit plus chez les jeunes enfants. C'est quelqu'un qui subitement, comme on est en train de discuter là, subitement arrête de parler. Si vous l'appelez, il ne répond pas. Ça dure 1 ou 2 minutes et après, il reprend comme si de rien ne s'était passé. Et c'est ce qu'on appelle des crises d'absence. Ça donne des épilepsies qu'on appelle des épilepsies absence, qu'on observe surtout chez l'enfant ou chez l'adolescent et qui disparaissent souvent avec l'âge adulte. Il y a d'autres crises d'épilepsie qui sont très complexes, c'est-à-dire qui relèvent un peu du domaine du spécialiste. C'est des personnes qui peuvent se lever là et déambuler, c'est-à-dire se mettre à marcher sans savoir où ils vont. Et ça, c'est des types de crises d'épilepsie qui sont plus difficiles à diagnostiquer. Et je vous donnerai un exemple d'un patient que j'ai reçu qui a quitté chez lui pour aller au travail et se retrouver dans une ville à côté de Douala sans se rendre compte. Et est venu consulter, on a fait les examens, dont l'électroencéphalogramme, on s'est rendu compte qu'il avait une épilepsie du lobe temporal. Donc, vous voyez, les manifestations des crises d'épilepsie sont très vastes et très variées, et dont les types d'épilepsie également sont très différentes. Oui, professeur, j'ai eu l'occasion de vous suivre lors d'une conférence scientifique récemment sur l'épilepsie. Vous avez évoqué parmi ces causes, ces femmes qui donnent naissance au bébé à la maison, et lorsque l'enfant ne pleure pas la langue, ils peuvent développer une crise d'épilepsie. Oui, c'est ce que nous on appelle les causes obstétricales d'épilepsie. En fait, il y a une bonne frange. Nous avons fait une étude ici à l'hôpital à Quintigny qui montrait que pratiquement près de 15 à 20% des épilepsies chez l'enfant étaient liées à une souffrance obstétricale, c'est-à-dire une souffrance néonatale. C'est des enfants des mamans qui ont un accouchement, une durée d'accouchement soit trop longue. C'est souvent des gens qui ne se font pas suivre dans des centres bien spécialisés, où l'enfant se met à souffrir parce que plus l'accouchement dure, plus l'enfant souffre. Et quand il naît, souvent, il faut réanimer l'enfant pendant longtemps. Et chaque seconde qu'on met sans que l'enfant puisse respirer, le cerveau souffre parce que le cerveau doit recevoir et de l'oxygène et du glucose. Quand ils ne reçoivent pas d'oxygène, il y a une souffrance. Et ces enfants-là, parfois, on arrive à les réanimer. D'accord? Au bout de 5-10 minutes, on est très content parce qu'on a pu sauver l'enfant, mais il y a des séquelles qui surviennent plus tard. Mais parmi ces séquelles-là, l'épilepsie est l'une des plus importantes. On les appelle les causes anorexo-ischémiques parce qu'il y a une anorexie au niveau du cerveau. Et ces enfants vont développer des crises d'épilepsie. Parmi eux, d'autres vont développer un retard scolaire, un retard de développement psychomoteur. Donc, c'est une occasion pour dire aux parents, quand il y a une grossesse, vraiment, il faut les faire suivre à l'hôpital, dans les maternités. Et pour les grossesses à risque, comme lors d'une première grossesse qu'on appelle les primipares, il vaut mieux aller faire suivre cette grossesse à l'hôpital parce que les médecins savent suivre, dépister ces souffrances-là et agir à temps, notamment en faisant une césarienne. Dès qu'on voit que l'enfant a une souffrance, on fait une césarienne pour sortir l'enfant et éviter donc ces complications qui surviendront plus tard. Alors, et quelle est la prévalence de l'épilepsie chez nous au Cameroun? Pourquoi notre pays est considéré comme un foyer de cette maladie? Je dirais que ce n'est pas le Cameroun qui est considéré comme un foyer de l'épilepsie. Il y a une zone. Il y a des zones particulières. Il y a des études qui ont été faites dans certaines zones. On estime la prévalence de l'épilepsie au Cameroun, c'est des estimations. On estime que c'est autour de 10 à 30 patients pour 1000 habitants. À peu près, c'est une estimation, mais ça varie d'une zone à l'autre avec des foyers, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des foyers où la prévalence est encore plus élevée, mais dans ces foyers-là, on a fait des études qui ont montré qu'il y avait des facteurs particuliers dans ces zones-là. Notamment, on parle de la zone du Mbam, c'est une zone où il y a le Mbam, la rivière, avec certains moustiques qui sont dans ces fleuves-là, qui produisent certaines maladies, notamment l'onchocercose, la cysticercose, qui affectent le cerveau et qui développent, et ces enfants-là, ces personnes affectées développeront plus tard des crises d'épilepsie. Vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que tout ce qui irrite le cerveau est susceptible de créer des crises d'épilepsie, et c'est le cas dans ces zones-là particulièrement. Alors, pourquoi donc l'épilepsie fait autant peur
D'aucuns estiment que ce sont des maladies, entre guillemets, qu'on lance chez nous au Cameroun. Oui, on dit que c'est une maladie qu'on lance. Nous avons fait des études dans certaines zones où il y avait même des plantes, où on disait que quand vous traversez l'ombre de cette plante-là, notamment à l'ouest du pays, ben, vous attrapez l'épilepsie. Mais je peux vous dire que nous avons fait des études poussées qui ont montré qu'en fait, il n'en était rien. C'est plutôt que, vous savez, l'être humain, quand il ne comprend pas quelque chose, c'est que c'est mystique. D'accord? Donc, c'est une maladie qui est très spectaculaire. Vous voyez, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, s'il tombe, perd connaissance, se met à trembler, forcément, c'est quelque chose qui sort de l'imaginaire. Donc, quand on ne comprend pas, on pense que c'est mystique. Mais non, avec l'évolution de la science, on sait aujourd'hui que c'est une maladie. Il suffit d'aller à l'hôpital et les médecins sont formés pour diagnostiquer cette maladie-là et la prendre en charge. Donc, le message, c'est que les personnes, les parents qui ont des patients, qui ont des enfants qui font des crises d'épilepsie, vraiment, sortez-les de la maison, amenez dans le centre de santé, l'hôpital le plus proche, et les médecins sont vraiment formés. Dans les écoles de médecine, nous formons les médecins pour qu'ils puissent diagnostiquer l'épilepsie et les prendre en charge. Et quand des cas sont compliqués, quand ils n'arrivent pas à prendre en charge, ils réfèrent vers des centres spécialisés comme l'hôpital La Quintine de Douala où nous sommes actuellement. Alors, d'accord, professeur, chez la femme enceinte, puisque c'est elle qui nous intéresse dans cette émission, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs peut-être qui peuvent justifier, déclencher une crise lors de la grossesse, comme la prise de certains médicaments? Alors, effectivement, une femme enceinte peut faire des crises d'épilepsie, mais je voudrais faire une différence. Ça, ce n'est pas une épilepsie. D'accord? Il y a les femmes enceintes, je prends un exemple, le cas le plus patent, c'est les femmes enceintes qui ont une hypertension artérielle. Quand l'hypertension artérielle est élevée, quand ils ont des protéines dans les urines, on parle de prééclampsie ou même d'éclampsie, quand ils font des crises d'épilepsie. Mais là, on connaît la cause. La cause, c'est l'hypertension artérielle, dont les médicaments, dès que les médecins baissent la tension, ils ne font plus de crise. Donc, on ne va pas parler d'épilepsie ici. C'est juste une crise liée à l'hypertension artérielle. Mais on a des patients qui ont déjà une épilepsie qui est connue, pour lesquels ils sont suivis et qui tombent enceintes. Et là, on peut parler maintenant de l'association épilepsie et grossesse. C'est une situation qui n'est pas très fréquente, mais parmi les patients que nous suivons, vous savez, on les prend souvent à l'âge jeune, les jeunes adultes, ils tombent enceintes et nous les suivons pendant la grossesse. Alors, quels sont les facteurs? On sait que la grossesse est un facteur qui favorise des crises d'épilepsie chez quelqu'un qui avait déjà une épilepsie. Donc, pendant la grossesse, on a besoin de les suivre de façon plus attentive et parfois augmenter un peu les médicaments ou à réajuster pour éviter qu'ils fassent des crises. Mais les moments les plus importants, ce n'est pas au début de la grossesse, c'est souvent juste pendant l'accouchement. C'est pendant l'accouchement que le risque est le plus élevé de faire des crises d'épilepsie chez des personnes qui avaient déjà une épilepsie, bien sûr. Mais nous, on sait déjà ça et on prend des mesures, on donne des médicaments pour permettre de traverser cette période-là sans problème et que les personnes avec épilepsie qui ont une grossesse accouchent sans problème et que l'enfant n'ait pas de problème. Pourquoi cette période est délicate et essentiellement pour ces femmes qui souffrent d'épilepsie? Oui, c'est délicat et nous, on considère comme étant une grossesse à risque. Quand une personne est suivie pour une épilepsie et a une grossesse, on considère comme une grossesse à risque. Et nous, les neurologues, généralement, on prend contact avec le gynécologue qui suit ces femmes et nous travaillons de commun accord. C'est un suivi, je dirais, multidisciplinaire. Et on échange entre nous. Quand le gynécologue veut mettre un médicament, souvent il nous appelle pour dire est-ce que tel médicament vous dérangerait par rapport à l'épilepsie? Nous on dit oui ou on dit non. Et pareil, il y a des médicaments, quand on veut réajuster les traitements, parfois on appelle le gynécologue pour dire est-ce que ça gênerait le bébé ou la maman? Et c'est comme ça qu'on arrive à bien suivre ces personnes. Mais je peux vous dire que, je peux vous rassurer, quand ces personnes-là sont bien suivies, vraiment la grossesse se passe bien. L'accouchement se passe bien en milieu hospitalier, bien sûr, avec toute la surveillance qu'il faut, du pédiatre, du neurologue, du gynécologue. Et vraiment, tous les cas que nous avons suivis jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème lors d'une grossesse chez personnes vivant avec l'épilepsie. Donc, si on comprend bien, une femme atteinte d'épilepsie peut mener à bien sa grossesse sans forcément une faire. Parfaitement, sans problème. Oui. Et ils doivent savoir, les jeunes adultes qui ont l'épilepsie doivent savoir qu'ils peuvent avoir une grossesse
grossesse. Et quand ils ont une grossesse, on doit suivre. Il y a un préalable quand même qu'il faut dire. Nous, on dit à ces patients, parce qu'ils prennent des médicaments, comme les médicaments ont quand même un risque minimum, mais un risque maîtrisé, il y a un médicament qu'on appelle l'acide folique. Nous, on dit souvent aux femmes, dès qu'elles ont un projet d'avoir un enfant, dès qu'elles nous le disent, on les met sous l'acide folique. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que certains patients qui prenaient des médicaments antiépileptiques, il y a un risque de développer une malformation qu'on appelle spina bifida. C'est des patients qui ont une petite fente labiale, mais on peut anticiper ça. En prenant l'acide folique, ça empêche que ces patients-là, que les enfants aient ces malformations-là. Donc, quand on a l'information avant, ou bien dès que la patiente nous dit que, docteur, j'ai une grossesse, ben, on met sous ce médicament-là l'acide folique, ça ne coûte pas grand-chose, qu'ils vont prendre pendant toute la grossesse et jusqu'à l'accouchement, et ça permet de réduire la fréquence de ces malformations. Et puis, il y a certains médicaments qu'on ne donne pas pendant la grossesse, bien évidemment, mais les spécialistes sont sensibilisés par rapport à ça. Et parfois, dès que les patients ont une grossesse, on change leur médicament, parce que si le médicament qu'ils prenaient peut poser un problème avec l'enfant, ben, on modifie et on met ceux qui ne créent pas de problème avec la grossesse. Alors, vous avez évoqué là quelques risques chez la femme enceinte et le bébé. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'interrompre une grossesse après des crises répétées chez la femme enceinte? Je dirais c'est excessivement rare. C'est excessivement rare. J'ai au moins une vingtaine d'années d'expérience, je dirais que ce n'est pas encore arrivé. J'ai suivi beaucoup de femmes avec épilepsie qui ont donné naissance à un enfant. Ce n'est pas arrivé. En général, on arrive à trouver une solution pour arrêter les crises. Parce qu'en fait, le risque, c'est quand une femme enceinte fait des crises d'épilepsie de façon répétitive. Ce que nous on appelle un état de mal épileptique. Parfois, on arrive à trouver quand même les médicaments qui arrivent à arrêter les crises. Parce que le risque arrive quand les crises sont répétées, ça peut aller jusqu'au pire. Mais on a des stocks de médicaments ou des lignes de médicaments et parfois on demande l'avis des réanimateurs pour pouvoir mettre fin, arrêter ces crises-là et sauver et la mère et l'enfant dans ces circonstances-là. Est-ce qu'une femme peut perdre la vie lors d'une crise ou alors une personne ordinaire qui souffre d'épilepsie? Oui, c'est possible, ça peut arriver, surtout dans ce que nous on appelle un état de mal épileptique. L'état de mal épileptique, c'est quand les crises se répètent pratiquement sans arrêt et que la personne reprenne connaissance entre deux crises. Quand les crises s'arrêtent, oui, ça c'est une urgence, hein, c'est une urgence médicale, c'est une urgence thérapeutique. Quand une personne a un état de mal épileptique tel qu'on appelle, il faut absolument arrêter les crises parce que si on ne le fait pas, on peut arriver au décès. Et oui, c'est connu, hein, c'est connu. Quand les crises sont répétées et qu'on ne les arrête pas, ça peut entraîner le décès. D'accord. Peut-on guérir, professeur, de l'épilepsie? Ah si, on guérit de l'épilepsie. Hein. L'épilepsie, c'est une maladie qui fait certes peur, mais il faut savoir qu'on guérit de l'épilepsie. Pour guérir de l'épilepsie, il faut prendre souvent des médicaments. Il faut juste dire que le traitement est un peu long. Hein. Pour dire que quelqu'un guérit de l'épilepsie, il faut au moins 5 années de suivi sous traitement. C'est quand vous avez fait au moins 5 ans, hein, au minimum 5 ans sans faire de crise, qu'on arrête les traitements, qu'on peut dire que vous êtes guéri. Et puis, la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie dit, même après 5 ans sans crise, on va vous suivre encore, mais cette fois-là sans médicaments, pendant encore 5 ans, ça fait globalement 10 ans. Si vous n'avez plus fait de crise sans traitement, pendant 5 ans, on peut dire que vous êtes guéri d'épilepsie. Et beaucoup de patients que nous suivons sont guéris d'épilepsie. Il y a une faible proportion, 10 à 15, maximum 20% des personnes qui ont des lésions au niveau du cerveau pour lesquelles on ne peut pas guérir parce que, bon, forcément, on ne peut pas remplacer les neurones qui sont détruits au niveau du cerveau. Mais ceux-là, quand même, on arrive à réduire la fréquence des crises pour leur permettre une vie professionnelle, une vie familiale acceptable et possible. Donc, on guérit, et pour ceux qui ne guérissent, ceux qu'on ne peut pas guérir, on réduit la fréquence des crises pour qu'ils puissent mener une vie professionnelle. Alors, professeur, lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est en train de faire une crise d'épilepsie, quels sont les bons gestes adoptés? Les bons gestes, la première chose que nous on dit, c'est qu'il faut allonger la personne et le mettre en position latérale de sécurité, que ce soit le côté gauche ou le côté droit. Il faut soutenir sa tête parce que s'il est sur le sol comme celui-ci, en faisant les crises, il peut cogner et se blesser. Donc mettre un coussin sur la tête. Il faut desserrer
S'il a une cravate comme moi, il faut desserrer la cravate, enlever la ceinture pour qu'il respire normalement. Et puis, il faut attendre. Surtout, ne rien mettre dans sa bouche, parce qu'on a vu que des gens cherchent à mettre le doigt parce qu'on va avaler sa langue. Non, on ne peut pas. Personne ne peut avaler sa langue. Donc, ne rien mettre dans la bouche. Attendre. Une crise typique dure maximum 4 à 5 minutes, pas plus. Et au bout de 3-4 minutes, la crise va s'arrêter. Là, vous pouvez le conduire à l'hôpital, si c'est une première crise. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des crises, il faut juste le rassurer. Il va repartir voir son médecin traitant habituel. Voilà ce qu'il faut faire. Éviter, si c'est sur la route, bien évidemment, les voitures passent, il faut le dégager de la route, le mettre sur le côté. Voilà les gestes à faire. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, ne rien lui donner à boire, ne l'aspergez pas. Il y a des endroits où on amène des enfants au WC, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut juste observer, mettre en position latérale de sécurité et attendre. Et si la crise dure plus de 5 minutes, prenez la personne et amenez-le immédiatement à l'hôpital pour qu'on mette des médicaments pour stopper les crises. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si une crise dure trop longtemps, ça peut se compliquer. D'accord. Y a-t-il des moyens de prévention de l'épilepsie de façon générale? Oui, il y a des moyens de prévention de l'épilepsie. On parlait d'épilepsie et grossesse. La première chose, c'est de bien suivre la grossesse. D'accord? Et quand il y a un problème chez les sages-femmes pour suivre, quand l'accouchement ne se passe pas bien, vraiment, n'hésitez pas. Transférer la parturiente dans un hôpital de référence où il y a un gynécologue qui peut prendre en charge. Et s'il y a une souffrance fœtale qui commence, ils doivent faire une césarienne, sortir l'enfant, éviter qu'il y ait une souffrance cérébrale qui plus tard va entraîner des crises d'épilepsie. Merci professeur Kouyaté Tegue-Caliste d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci, nous sommes honorés de vous recevoir à l'hôpital à Kintini et puis merci de nous permettre également de sensibiliser les populations du Cameroun sur l'épilepsie et sur la relation épilepsie et grossesse et de rassurer ces personnes que l'épilepsie se soigne, l'épilepsie se guérit dans la grande majorité des cas. Je vous remercie. Bien faire sortir les malades qui sont dans les maisons vers les centres spécialisés. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis durant cette émission Actu Santé. On se retrouve mercredi pour une autre édition. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.